Hello, bonjour. Ah, ça fait du bien d'être au soleil. On a du beau temps depuis une semaine. Depuis une semaine, sinon plus. Il fait beau, on a des températures, on va dire, du printemps. On dirait le printemps en ce moment. Sauf qu'on sent que c'est l'automne parce que les feuilles tombent, il n'y a plus des feuilles sur les arbres. Mais vraiment, on est sur des températures printanières et c'est agréable. C'est agréable. Et, moi, je travaille au week-end. Donc là, je suis à mon travail. Et comme c'est un week-end, c'est freeware. C'est freeware. Et étant donné que j'avais une coupure, je me suis dit, je vais me poser là plutôt que d'attendre le soir pour enregistrer celui solo. Pendant cette coupure, j'en profite. Il fait bon, il fait beau. Donc j'en profite. Et puis on respire, on respire et yes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout de s'éloigner de toute la négativité qui peut tourner autour des médias, autour des réseaux sociaux, autour de d'être comme ça, libre dans la nature, respirer. On se revivifie. Ça, moi, j'adore. J'adore de toute façon. Par mon prénom, Sylvie, fille des bois, donc je ressens toujours ce besoin d'être dans la nature. Quel que soit l'endroit où je vais, je ressens toujours ce besoin d'aller me revivifier, soit dans un parc, soit dans une allée de forêt. J'ai toujours ce besoin de marcher. Ça fait du bien. C'est ce qui est conseillé de toute façon. C'est ce qui est conseillé pour être en bonne santé, pour avoir la forme. En fait, aujourd'hui, je voulais te parler de renoncer à avoir raison. Tu sais, avec ce qui se passe, on a tendance à avoir des clivages. Oui, moi j'ai raison. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment le Covid qui tue. Non, ça ne tue pas, ça se guérit. Donc il y a des clivages qui se posent. Pro-masque, pas masque. Et on a souvent tendance à vouloir défendre à tout prix sa position par des arguments, et certains usent même de la rhétorique, de la rhétorique pour convaincre l'autre. Et il y en a qui sont rentrés maîtres dans l'art de la rhétorique, et ça souvent dans les relations amoureuses. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, qui était doué dans la rhétorique. Et ses arguments étaient tellement bien ficelés, tellement convaincants, et avec douceur, il te le présentait comme ça. Tu te disais, waouh, il a raison. Mais être dans la rhétorique, c'est pas forcément être dans la vérité. D'ailleurs, j'avais reçu une vidéo comme ça où la personne était en train de démontrer, donc c'est ça l'art de la rhétorique, c'était une division qu'il faisait à son élève, et l'élève lui a donné la réponse qui était totalement, mais totalement fausse, totalement fausse, mais lui, l'élève, c'était un jeu de rôle, c'était le même youtubeur qui jouait le rôle de l'élève et le rôle du professeur. Mais le rôle de l'élève qu'il jouait, il a réussi à démontrer, à son prof que le résultat de sa division, qui était totalement fausse, était vrai. Par exemple, 36 divisé par 3, on est d'accord que ça fait 12. On est d'accord que ça fait 12. Mais lui, par exemple, il va dire que ça fait 5.
ça fait 5. Et il a démontré par A plus B, mais en usant de jeux de passe-passe à son professeur, que c'était effectivement, ça faisait effectivement 5 et pas 12. Un chiffre complètement faux. Donc c'est ça la rhétorique. La rhétorique, c'est trouver des arguments avec une structure, mener un raisonnement tellement bien structuré, tellement bien ficelé, que même si c'est un mensonge, que la personne en face de toi adhère, puisse croire. Elle est tellement troublée par ta façon de mener la chose qu'elle adhère. C'est ce que, moi j'appelle ça de la magie. C'est ce que font les magiciens. Les magiciens, ils font des jeux de passe-passe. C'est ce qu'on appelle de la magie. Et j'en avais parlé, c'est aussi du gaslighting dans les relations. C'est ce qu'on appelle du gaslight. Le gaslight, c'est le fait de manipuler l'autre pour qu'il puisse douter de la vérité de ses croyances. Et c'est pour cela que nous qui sommes dans ce travail d'élévation de conscience et d'éveil d'élévation de nos vibrations, nous qui voulons garder nos vibrations au plus haut point et rester toujours dans notre vortex, nous voulons pratiquer le renoncement, renoncer à avoir raison. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que tout à l'heure au boulot, j'ai ma collègue qui a tenu un raisonnement sur cette pandémie. Et je la regardais alors que je venais juste de lire un article médical, un article médical scientifique sérieux sur ce qui se passe réellement. Et elle tenait un raisonnement qui allait complètement à l'encontre de ce qui... Et elle était convaincue, elle était convaincue d'avoir raison, Et moi, je la regardais silencieusement. Mais sans jugement, je la regardais silencieusement et j'étais émerveillée de me rendre compte que je n'avais pas besoin de rebondir. Je ne ressentais même pas le besoin de rebondir pour lui faire comprendre que le raisonnement qu'elle avait n'était pas la vérité. C'était pas sur les faits, c'était pas basé sur des faits scientifiques. Et je me suis dit, waouh, c'est ça en fait. Parce que quand dans mon cours de métaphysique, mon prof me parle du renoncement, pour moi ça me créait une forme de confusion parce que je ne comprenais pas. On nous dit de travailler à la manifestation, de faire pratiquer, de mettre en pratique la loi d'attraction. La loi d'attraction, tu mets en pratique la loi d'attraction quand tu visualises, tu fais des affirmations. Donc là, tu es dans le contrôle, tu veux quelque chose, tu veux travailler à manifester cette chose. Mais après, on te parle de renoncer, on te parle de pratiquer le renoncement. Donc, en tant qu'élève, ça nous crée un certain trouble, on partage, il y a une certaine confusion. Et là, aujourd'hui, j'ai expérimenté ce que c'était que le renoncement. Le renoncement, c'est tout simplement renoncer à avoir raison et laisser le processus suivre son cours et surtout laisser l'univers faire son travail. Parce que, souviens-toi, je ne sais pas si je l'ai partagé ici, en fait, dans le processus de création délibérée dont on parle dans le développement personnel et surtout selon les enseignements de Abraham Hicks, qui utilise souvent ce terme de création, processus de création délibérée, parce que souviens-toi que nous sommes ici en ce monde, non pas pour être des consommateurs, mais nous sommes ici pour être des créateurs de réalité. Parce que cette réalité que nous vivons, que nous observons autour de nous, ça a été créé par quelqu'un. Les voitures, les autoroutes,
Et même ces arbres qui sont plantés, hein, c'est planté de façon artificielle, même si ça nous permet de respirer. Mais ce sont des créations délibérées de personnes. Et les entreprises, les emplois qui nous sont offerts par nos employeurs, ce sont des créations de personnes qui ont décidé un jour qu'ils voulaient créer leur vie. Hein, moi, ma gérante, par exemple, elle a décidé qu'elle voulait créer une entreprise. C'est une création délibérée. Et donc, la plupart d'entre nous, tous, enfin pas la plupart d'entre nous, nous tous, en tant qu'humanité, en tant qu'individus constituant l'humanité, nous sommes en ce monde en tant que créateurs et non que en tant que consommateurs. Or, ce qui se passe, la plupart d'entre nous sont devenus que des consommateurs, ne sont que des consommateurs. Or, quand on travaille à l'éveil de conscience, on réalise que on veut vraiment être des créateurs. Et pour être des créateurs, il y a un processus, il y a des lois qu'il faut respecter. Et dans ce processus de création délibérée, justement, il y a 3 étapes. La première étape, c'est demander. C'est d'ailleurs le titre du livre d'Abraham Hicks, « Demandez et vous recevrez ». Donc, la première étape, c'est que tu demandes. Tu demandes ce que tu veux. Donc, comme je parle toujours de clarté, hein, il faut être clair dans tes demandes. Il faut avoir une idée claire de ce que tu veux. Donc, tu demandes à l'univers. Tu demandes. La deuxième étape, c'est que tu reçois. Mais il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est de permettre, parce que la plupart d'entre nous, nous créons, nous demandons, nous mettons hein, activement avec les affirmations positives, avec la visualisation, nous voulons créer notre vie. Mais sauf que bien souvent, nous ne recevons pas tel que nous l'avons demandé parce que nous oublions la troisième étape qui est l'étape de permission. Et c'est ça le renoncement. Le renoncement, c'est une fois que tu as fait tout ce que tu pouvais, tout ce qui était en ton pouvoir pour créer quelque chose, pour obtenir quelque chose, tu te poses et tu laisses l'univers faire son travail. C'est comme le jardinier. Le jardinier, il va avoir un lopin de terre, là, tu vois, là je suis dans la nature, je suis sur l'herbe. Imagine qu'on me donne ce lopin de terre et que moi, je veux planter des tomates sur ce lopin de terre. Là, il y a une pelouse. Mais sur cette terre, je veux planter des tomates. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner la terre. Je vais mettre de l'engrais, hein, naturel, bien sûr, hein, de l'humus, bien sûr. Hein, je vais mettre du compost, donc je vais mettre du compost pour que la terre soit bien fertile. Et puis, je vais mettre mes graines. Mes graines, que ce soit des tomates, des légumes, tout ça. Je vais planter mes légumes. Donc, j'aurais fait tout ce qu'il faut faire. Et puis, je vais me détendre, mais je ne vais pas venir tout le temps regarder est-ce que ça poussait. Non, de temps en temps, je viens arroser la terre parce qu'il ne faut pas que ça soit sec. Je vais venir arroser de temps en temps et je vais me détendre. Parce que le fait que ça puisse pousser, que ça pousse, que ça donne des légumes, hein, que mes tomates poussent, ou mes courgettes, ou mes artichauts puissent pousser, ça ne dépend pas de moi. À ce niveau-là, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la nature. Moi, j'ai respecté les lois de la nature en faisant ce qu'il faut faire, hein, en retournant la terre, en humidifiant la terre avec de l'engrais, avec du compost et en arrosant. J'ai suivi le processus agricole, hein, de plantation, hein, pour faire germer, pour faire pousser des légumes. Mais après, le fait que ça pousse, le fait que ça puisse donner des bons fruits, des bons légumes, de belles tomates, de belles courgettes,
courgettes, de bons artichauts. Ça ne dépend plus de moi. Moi, j'ai fait. C'est ça le renoncement. Tu renonces et tu te détends. Tu te détends et tu attends la saison propice. Et bien souvent, la saison propice, c'est le printemps. Hein, c'est pendant l'hiver, pendant l'automne, l'hiver en plante. Et souvent, la saison propice pour la récolte, c'est le printemps et c'est l'été. C'est comme ça que fonctionne vraiment la loi, les lois divines. Hein. On croit que les lois divines, quand on parle, je me souviens à l'époque quand mon oncle m'expliquait mes cours de droit, on allait se balader au jardin de Luxembourg parce que c'était mon professeur en même temps, il m'expliquait mes cours de droit et il prenait plein d'exemples et il m'expliquait que les gens qui ont créé des grandes choses, c'est parce qu'ils ont compris les lois de la nature, hein, de l'univers, ils ont mis en pratique les lois de l'univers. Et moi à l'époque je trouvais ça magique. Je trouvais ça phénoménal. Je me disais, waouh, comment on fait pour percer les lois de l'univers? Comment? Waouh, moi je trouvais ça totalement magique. En fait, il n'y a rien de magique. Il suffit. C'est pour cela que les fermiers, les agriculteurs sont beaucoup plus créateurs que ceux qui sont citadins. Parce qu'ils sont au contact, ils observent les lois de la nature. Ils observent comment la nature opère et ils créent leur vie. Ils créent leur vie parce que ça me fait penser aussi à cet alchimiste, au livre de l'alchimiste. Le livre de l'alchimiste de Paulo Coelho. C'était un berger. Je pense que c'est pas anodin que Paulo Coelho soit parti d'un berger. Hein? Il est pris comme personnage principal, le héros de son livre. Un berger, c'est pas anodin parce que le berger, il n'a pas besoin de livre. D'ailleurs, dans le livre, je ne vais pas te spoiler si tu n'as pas encore lu, mais dans le livre, à un moment donné de l'histoire, on rencontre un Anglais qui se balade avec des malles de livres. Hein, parce que lui, ses connaissances, il les trouve dans les livres, alors que le berger, Santiago, lui, ses connaissances, il a trouvé ça en observant la nature. Et c'est comme ça qu'il devient un alchimiste, parce qu'il a observé, en tant que berger, avec ses moutons, il a vu comment fonctionnaient ses moutons. Hein. Il s'est baladé dans les campagnes, dans les montagnes, il a vu, il a compris. Et plus tard, quand il est parti dans le désert, il a juste tenu ce raisonnement des lois de la nature et il est devenu un alchimiste, littéralement. Tandis que l'anglais, avec ses grosses malles de livres sur la table d'émeraude et compagnie, avait du mal à devenir un alchimiste parce que lui, il ne pratiquait pas le renoncement. Lui, il était accroché au raisonnement logique qui était écrit, compliqué, hein, des formules compliquées qui étaient écrites dans le livre. C'est pour cela que certains critiquent aussi ceux qui ont tendance à trop prendre leur raisonnement dans les livres, mais et critiquent le fait de lire, qui ne veulent pas lire. Mais non, dans la lecture, c'est bien, ça nous fait découvrir d'autres mondes, mais on ne peut pas rester prisonnier de ce qui est écrit dans le livre. On doit aller dans la nature, hein, justement mettre en pratique ce qu'on prend dans les livres, ce qu'on lit dans les livres, dans la vie courante, et voir si ce que l'auteur a écrit concernant des traités philosophiques ou alchimiques, si ça se... je me souviens aussi que mon ex, par exemple, justement dans cette pratique du gaslighting, il avait tendance à me reprocher, oui, tu lis trop, tu raisonnes de cette manière parce que tu prends ça dans tes livres, hein, c'est pas comme ça la vie c'est pas ça, la vie c'est pas écrit dans les livres. Bah, c'est vrai, c'est vrai, d'un côté, mais les livres sont juste un support de connaissances. Quand on reste bloqué dans... Ça, c'est le support intellectuel. Mais pour nous qui travaillons à l'éveil de conscience, on ne se contente pas des concepts intellectuels. On prend ces concepts-là
et on les met en pratique, on observe notre expérience empirique pour voir si ce qu'on a lu dans les livres fonctionne. Hein? Pour voir, toujours en ma faveur, pour voir si ce qu'on a lu dans les livres fonctionne. Et concernant mon expérience, justement, je parle des enseignements d'Abraham Hicks. C'est un enseignement que j'ai pris dans un livre. C'est un enseignement que j'ai pris dans un livre, mais en mettant en pratique dans ma vie, bah, je me suis rendu compte que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut prendre des connaissances livresques. Mais maintenant, moi, étant citadine et ayant grandi en ville, ces connaissances-là, je les prends d'un livre. C'est normal, hein, dans une société moderne où on n'a pas un contact direct avec la nature. C'est normal de prendre ces connaissances dans les livres. Mais un berger, un agriculteur, quelqu'un qui a toujours grandi dans la campagne. Moi, je vois, j'ai des cousins qui ont toujours grandi dans les villages. Et ils comprennent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'astuces sur certains mécanismes de la vie que je ne l'avais à l'époque où je ne prenais pas conscience, où je ne travaillais pas à cet éveil de conscience, tu vois. Donc, c'est parce que ceux-là, ceux qui vivent à la campagne, qui grandissent à la campagne, ben, ils prennent le temps d'observer parce que, après tout, tout ce que nous ne faisons qu'imiter la nature. Hein. Avion, c'est un acronyme de appareil volant imitant un oiseau naturel. Donc, c'est ça ce que veut dire avion. Donc, nous, tout ce que nous inventons, nous ne faisons qu'essayer d'imiter la nature. Donc, le berger, lui, en observant la nature, s'il veut créer quelque chose de plus grand, bah, justement, il va mettre en pratique les règles qu'il observe dans la nature. Mais nous qui vivons en ville, bah, ce que nous allons faire, bah, nous sommes obligés d'aller lire des livres, d'aller prendre des livres et mettre en pratique. Justement, il n'y a pas de mal à aimer lire les livres, bien au contraire. Justement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en contact avec la nature, qui décident que ça doit être connu, parce que tout le monde est en ville, la plupart des gens sont en ville, bah, ces connaissances qu'on prend de la nature, bah, on les met dans un livre pour que ceux qui sont en ville puissent avoir accès à ces connaissances et les mettre en pratique. C'est tout simplement ça. Et dans ce genre de raisonnement, on pratique le renoncement. Hein? Donc j'en reviens au fait de renoncer, de pratiquer le renoncement à avoir raison, justement. Hein? Avoir raison entre quelqu'un qui est convaincu, qui campe sur ses positions. Ben, toi, enfin observateur, tu sais que tu observes. Tu sais que tu observes la vie. Tu sais que quand tu mets en pratique les lois de l'existence, ça te donne tel résultat. Alors, pourquoi veux-tu essayer de convaincre quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu la même expérience que toi, qu'il se trompe? Non. Tu pratiques le renoncement parce qu'après tout, chacun de nous est ici en tant qu'apprenant, en tant qu'apprenti de la vie. Et à un moment donné, comme je disais, on n'est pas tous égaux. Hein? Nous naissons égaux. Hein? Les hommes, c'est écrit dans les droits fondamentaux. Hein? C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent tous égaux. En droit, oui, mais quand nous faisons notre expérience, il y a une douce inégalité. Il y a une douce inégalité. Pourquoi? Parce que l'expérience n'est pas la même. Il y a des inégalités qui se font
quand je parle de douce inégalité, c'est par rapport à la divinité, hein? Par rapport à la divinité, mais je ne parle pas par rapport aux lois des hommes, hein? Je parle par rapport à la divinité. Il y a une douce inégalité parce qu'on vient en ce monde pas avec le même niveau de conscience. Donc, et en fonction de l'expérience que chacun va vivre, ben, les niveaux de conscience vont être différents. Hein? Rappelle-toi des niveaux de conscience. Hein? J'avais parlé du stade de la victime. Hein, les stades de la conscience. Il y a le stade de la victime, il y a le stade du manifesteur, il y a le stade du canal et il y a le stade de l'être conscient. Donc la plupart des individus de l'humanité, hein, en majorité, la plupart d'entre nous, nous sommes au stade de la victime parce que nous sommes sujets, nous nous plaignons des circonstances, nous subissons les circonstances. Donc par rapport à ça, nous ne sommes pas tous égaux, mais c'est pour cela que quand tu renonces à avoir raison face à quelqu'un qui a un discours totalement opposé à ta vision de la vie, à ta vision des choses, quand tu renonces à avoir raison, bah pour toi, c'est un message, c'est une preuve, hein, c'est une indication que tu as élevé ta conscience à un autre niveau. Mais bien entendu, c'est pas parce que tu as élevé ta conscience à un autre niveau que l'autre est moins que toi. Donc, en toute chose, nous voulons rester humbles. Hein? Nous voulons rester humbles, revenir. Je me souviens que j'ai lu le sens du mot humilité et j'ai apprécié. Humilité, dans son sens étymologique, vient d'humus. Humus, c'est la terre humide, fertile. Et donc, l'humilité nous rappelle à notre condition de terrien. Et en tant que terrien par rapport aux autres célestes, nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Hein, par rapport aux êtres célestes qu'on appelle les anges ou les êtres de lumière, nous n'avons pas beaucoup de connaissances et nous aspirons bien sûr à avoir des connaissances, à grandir. Donc c'est pour cela que dans notre processus d'éveil, nous continuons à pratiquer l'humilité. Voilà, sur ces mots d'humilité, je te laisse. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Ça me fait drôle parce que oui, je regarde parce qu'il y a des voitures qui passent par là. Quand ma responsable m'a changé mon planning en me donnant cette coupure d'1 heure, au départ, ça m'a cassé les pieds. Ça m'a cassé les pieds, mais là, finalement, je me rends compte que ça me sert justement à venir me poser pour faire des masses solo avec toi. C'est tout bénef pour moi. Hein? Et donc, je suis vraiment pleine de gratitude. D'avoir du temps comme ça, de pouvoir venir te partager hein, mes sujets de réflexion, mes sujets de méditation, comme ça dans la journée, dans la nature. Et je demande à l'univers de nous donner encore plus ce beau temps pendant tout ce mois de novembre. Hein. Moi, j'avais émis le souhait d'avoir un sweet November. À l'univers, je méditais, dans mon journal, j'ai un journal, j'écris tous les jours dans mon journal et je méditais, j'écrivais, je disais, j'aimerais avoir un sweet November. Bah, c'est le cas. Moi, ce que j'aime en novembre, en automne, c'est les feuilles qui tombent, qui jaunissent, qui rougissent, mais le fait qu'il y ait du soleil, je ne peux qu'être remplie de gratitude. En tout cas, j'ai l'impression que, bah, c'est pas que de mon effet, hein, peut-être d'autres travailleurs de conscience ont peut-être émis le même souhait, hein, mais ce novembre est particulier, hein, c'est vraiment agréable et ça permet tout simplement d'être dans la nature, hein, de continuer à respirer l'air frais et d'élever ses vibrations et surtout de rester dans son vortex de création. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo.
Hein, je ne sais pas si ce sera dans la nature, mais je ne pense pas que ce sera dans la nature parce que demain c'est lundi, donc il y aura beaucoup de gens par ici, donc je ne pourrai pas venir me mettre ici tranquillement. Et il y aura certainement beaucoup de voitures, donc je pense pas que ce sera dans la nature, mais au moins on se retrouve demain. Bisous, bisous. Prends soin de tes vibrations.